bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi Canal 10, votre émission Santé 10. Merci de nous recevoir chez vous pour ce dernier numéro du mois de juillet, puisqu'en août, nous allons changer d'émission. Nous allons partir dans un côté un peu plus vacances le jeudi soir et revenir avec Santé 10 dès septembre. Mais ce soir, nous avons avec nous des invités pour nous parler des 2 dernières étapes de la grossesse. Et parmi nos invités, nous allons saluer de suite Amélie Garé, qui est donc psychologue clinicienne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, le docteur Véronique Plocoste-Anila, gynécologue obstétricien. Merci docteur d'être là. Merci de m'avoir invité à participer de nouveau ce soir à une émission de Canal 10. Est-ce que le portable est tout prêt? Parce que s'il y Le a une dame portable qui n'est pas accouche, loin, toujours pas loin. parce qu'attention, hein, s'il y a quelqu'un qui accouche, on est obligé d'y aller rapidement. Juste à côté, on a Nathalie Duravel, qu'on a vraiment beaucoup de plaisir à recevoir ce soir, responsable d'unité prestations familiales à la CAF Guadeloupe. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Brigitte, merci de m'avoir invitée. Et bien sûr, notre incontournable Madame Nadessin, France-Lise, coordonnatrice administrative des spécialités périnatalité au GIPRASPEC. Bonsoir. Bonsoir Brigitte et merci encore de pouvoir nous permettre de nous exprimer sur la grossesse. Et justement, ce qu'on va faire, c'est que la semaine, il y a 15 jours de cela, on avait parlé des 2 premières étapes. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu voir cette émission, eh bien, on va vous rappeler déjà les 4 étapes de la grossesse, puisque aujourd'hui, on va s'arrêter sur les 2 dernières. Mais on va quand même revenir pour citer les 4 étapes de la grossesse. Tout à fait. Alors, il y a 15 jours, nous avions parlé des 4 étapes de la grossesse. Donc, nous avons insisté sur la consultation préconceptionnelle, qui est essentiel pour permettre à la femme et au couple d'obtenir un capital santé qu'ils pourraient transmettre à leur futur enfant. On a parlé aussi du suivi de grossesse avec la consultation de début de grossesse, de l'entretien prénatal et des recommandations par rapport à cela. Et nous allons aujourd'hui parler de la préparation à la naissance et à la parentalité, et enfin, de tout ce qui se passe après la naissance, donc tout ce qui se passe en postnatal avec les femmes et leurs bébés. Très bien. Eh bien, la transition, elle est toute faite. Juste avant quand même, on a présenté Amélie Garé, qui est psychologue clinicienne. Est-ce qu'on pourrait quand même expliquer ce que c'est qu'une psychologue clinicienne? Oui, alors une psychologue clinicienne, c'est une psychologue qui est spécialisée dans tout ce qui est clinique, donc la psychopathologie de l'individu, tout ce qui va être santé psychique. Il y a différents domaines dans la psychologie, dont la psychologie clinique. La préparation à la naissance, docteur Plocoste-Anila, le gynécologue a une grande part de travail dans cette préparation à la naissance. Ah oui, tout à fait. Le gynécologue participe activement de plusieurs façons. D'abord par le suivi des patientes, puisque les patientes sont suivies en consultation régulièrement. On va les accompagner pendant les 9 mois de grossesse, avec à chaque étape leur indiquer quelles sont les choses à faire, et donc pour pouvoir les accompagner. Et aussi, on travaille avec les sages-femmes libérales, parce qu'il y a une partie de cours, ce qu'on appelle les cours d'accouchement, que tout le monde connaît. Et à ce moment-là, c'est confié aux sages-femmes libérales. C'est que nous, les médecins, on assure beaucoup le côté médical, la prise en charge de la grossesse, la préparation à l'accouchement, qui est quand même un acte médical. Et on confie aussi aux sages-femmes libérales, à ce moment-là, le suivi pour ce qu'on appelle les cours d'accouchement. Il y a à peu près 8 cours où là, les patientes peuvent discuter avec la sage-femme de l'allaitement et aussi du déroulement de l'accouchement. Donc en fait, on n'est pas seul, on est accompagné. C'est un binôme en général, gynécologue, obstétricien et sage-femme. C'est un travail d'équipe. Docteur Plocoste-Anila,
quand on parle de mettre au monde un enfant, on a besoin d'un suivi psychologique. Il est important d'avoir un suivi. À ce moment-là, le suivi, par le gynécologue obstétricien, mais nous, on est là aussi pour dépister ce qui pourrait conduire à un suivi psychologique. C'est vrai que, en général, on est à l'écoute des patientes, que ce soit sage-femme ou gynécologue obstétricien, et il est de notre devoir de toujours pouvoir dépister si à un moment donné, effectivement, la patiente peut avoir besoin d'un soutien psychologique, de par ses antécédents, de par le vécu qu'elle a de sa grossesse. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, et c'est à nous aussi à les dépister, parce qu'à ce moment-là, c'est nous qui adressons au psychologue la patiente pour une prise en charge. Amélie Garé, psychologue, clinicienne, je dois bien préciser, une future maman, en principe, a besoin à quel moment d'un suivi psychologique? Il n'y a pas de généralité, il n'y a pas à un moment donné, à une certaine étape de la grossesse, il faudrait consulter un psychologue. Déjà, de consulter un psychologue, c'est propre aussi à chacun. Même si la grossesse se passe bien, on peut avoir ce besoin aussi d'aller consulter. Puisque la grossesse, c'est aussi un remaniement psychique. Ça se vit corporellement, mais ça se vit aussi psychologiquement. On se prépare à devenir un parent. On passe d'une femme à une mère. Donc ces 9 mois de grossesse, c'est 9 mois qui vont être essentiels pour travailler aussi cette notion de parentalité. Et quand on pense à la parentalité, on va aller rechercher du côté de ce qu'on a vécu, du côté de notre enfance, qui étaient nos parents, comment ils étaient. Et donc ça va faire revivre beaucoup de souvenirs. La grossesse, et des fois ça peut un petit peu déstabiliser les patientes. Effectivement, comme le disait le docteur, c'est qu'il y a aussi d'autres facteurs. Dès qu'il va y avoir des facteurs psychiatriques, des antécédents psychiatriques de dépression par exemple, pour des difficultés dans le couple. Il y a beaucoup de facteurs de stress environnementaux qui vont faire que la préconisation d'un suivi psychologique est importante. Suivre une future maman, c'est un suivi particulier, très particulier. Chaque suivi est particulier. C'est au cas par cas, quoi. Et quand on parle d'humain, on parle de singularité. C'est difficile de vous dire qu'un suivi va être plus important qu'un autre. Ce qui est à prendre en compte, c'est la réalité psychique de la patiente. C'est non pas ce qui est dans l'état de fait. Si la grossesse est à risque ou pas à risque, c'est comment elle perçoit la grossesse, comment elle se la représente, quel est son environnement, comment elle s'épanouit dans sa grossesse. Je posais la question parce que on a quand même 2 personnes dans un seul corps. Donc voilà, je posais cette question parce que je me disais, c'est peut-être particulier parce qu'on a une personne en face de soi, oui, mais on a quand même 2 personnes dans un même corps. Donc c'est pour ça que je demandais si ça demandait quand même quelque chose d'assez spécial comme suivi psychologique. Oui, bien sûr, parce que la grossesse, donc ça va être une grossesse qui va se vivre corporellement. Donc le corps change. Le corps change. On parle aussi de grossesse psychique, puisque à un moment donné, comme vous l'avez dit, on est 2 personnes aussi. On peut mettre 3, 4 en suivant des grossesses. Et donc la mère, elle se prépare aussi psychiquement à ce bébé à venir. Elle commence aussi à lui faire de la place. On dit des fois les femmes enceintes, elles sont un petit peu étourdies parce qu'elles pensent un petit peu pour 2 aussi à ce moment-là. On va revenir tout à l'heure sur la psychologie. Pourquoi ? Parce que souvent, la maman ou même les parents ont besoin d'aide après, quand le bébé est déjà là. On va en parler dans un petit moment. Et puis, on a énormément de papiers à faire, Nathalie, n'est-ce pas ? Quand on est dans cette période-là de grossesse, eh bien, administrativement, il y a beaucoup à faire. Alors, quel est le rôle déjà ? Expliquez-nous en quoi consiste votre travail. Responsable d'unité, prestation familiale à la CAF Guadeloupe. Voilà. Ça veut dire quoi tout ça ?
Alors, c'est un grand mot. Alors, le responsable d'unité des prestations familiales dont la thématique est la famille, donc au quotidien, donc, va piloter donc, son unité pour pouvoir permettre aux collaborateurs de pouvoir, bien sûr, atteindre leur objectif, bien sûr, dans un premier temps, mais également de pouvoir traiter les dossiers dans les délais impartis. Effectivement, nous avons un nombre important de dossiers que nous traitons au quotidien pour pouvoir permettre justement aux allocataires de recevoir leurs droits justes et justifiés. Alors, comment ça se passe les premiers documents à faire, les premiers documents à fournir, est-ce que c'est en début de grossesse? Est-ce que c'est... À quel moment? On veut savoir. Les futures mamans là, qui nous regardent ont envie de tout savoir. Hein? Absolument, absolument. Donc, la première démarche pour l'allocataire, enfin le futur allocataire, si cette personne n'est pas encore allocataire chez nous, donc il a la possibilité de pouvoir faire directement sa déclaration de grossesse lors de sa visite avec le gynécologue ou encore la sage-femme. Donc, si le médecin est équipé de systèmes de télétransmission, donc nous allons recevoir automatiquement sa déclaration de grossesse. Ensuite, elle peut se diriger sur le CAF.fr pour pouvoir faire sa demande de prestations familiales, en l'occurrence la déclaration de situation, le RIB également, puisque c'est important pour pouvoir étudier au 7e mois de grossesse, mais qui est versé, la prime à la naissance, j'entends, qui est versée donc au 2e mois de naissance du bébé, d'accord? Donc, ce sont des démarches qui se font assez rapidement. Donc, si l'allocataire est déjà connu chez nous, donc ça sera exactement la même démarche, donc la déclaration de grossesse, puisque ça sera vraiment le début pour nous permettre ensuite d'étudier les droits à la prime à la naissance, à l'allocation de base ensuite. Donc, ce sont ces éléments-là, en tout cas, qui sont essentiels pour l'étude des droits de l'allocataire. Donc, au jour d'aujourd'hui, on peut faire tous ces papiers sans se déplacer. Sans se déplacer via le CAF.fr. Si toutefois il y a une difficulté, à ce moment-là, l'allocataire peut rentrer en contact directement avec nous. Nous avons des numéros de téléphone spécifiques pour permettre justement de libérer les paiements, de traiter le dossier dans les temps impartis. Alors, Madame Nadessin, dans cette étape de préparation à la naissance, qu'est-ce qu'il est très important de savoir? Alors, il est important de savoir qu'il y a 8 séances de préparation à la naissance qui sont entièrement remboursées par l'assurance maladie. La première, on en a parlé à la dernière émission. Mais on va quand même Oui, c'est l'entretien prénatal précoce. Alors, cet entretien se fait, on a dit, jusqu'au 4e mois. Si on peut le faire avant le 4e mois, ce serait bien. Et donc, c'est un entretien, c'est un échange avec le couple. Donc, la sage-femme fait l'entretien avec le couple. Ça peut durer plus de 45 minutes. Et comme je le disais la dernière fois, ça peut durer toute la grossesse. Parce que tant qu'on n'a pas créé une alliance avec la patiente, elle ne peut pas se livrer. Donc, on a besoin de certains éléments pour apprendre à la connaître et elle-même aussi à connaître le professionnel de santé qui est en face d'elle. Donc, elle échange avec la patiente et c'est là qu'elle pourra découvrir s'il y a des situations vulnérables dans le couple et à ce moment-là, elle pourra orienter justement vers le psychologue ou vers un autre professionnel pour pouvoir aider le couple à mieux investir la grossesse et à visualiser ce futur être qui doit arriver. Donc, cet entretien-là est essentiel aussi par rapport à tout ce qui peut se passer aussi autour du couple, la famille. Et la femme enceinte peut... Je dis peu parce que ce n'est pas toutes les femmes qui parlent beaucoup. Et donc, il y en a qui parlent beaucoup et qui vraiment, le discours, c'est juste pour échanger, pour se libérer. Mais il y en a qui ont vraiment des choses. On peut lire à travers les mots qu'il y a des souffrances. Donc, comme je vous ai dit, on oriente. Après, vous avez les 7 autres cours de préparation à la naissance qui se font tout au long de la grossesse. Donc, la sage-femme établit un planning avec la patiente. Et donc, ça lui permet de parler de tout ce qui va se passer pendant la grossesse, de prendre en compte les éléments de suivi. Donc, elle peut éventuellement suivre la grossesse avec le gynécologue ou bien, si c'est une grossesse physiologique, continuer le suivi jusqu'à l'accouchement. Il y a aussi elle soutient la femme, comme a dit Madame Garrett, elle fait du soutien à la parentalité. L'accompagnement permet aussi au couple d'acquérir les compétences parentales
pour pouvoir à mieux accompagner cette naissance. Et donc, elle favorise aussi la coordination avec les différents professionnels de santé qui pourraient intervenir autour de la grossesse. Très bien. Docteur Véronique Plocost, Anila, durant la préparation à la naissance, qu'est-ce qu'il est primordial de savoir? Qu'est-ce que le docteur demande en principe à la future maman pour que tout se passe bien? Je pense que ce qu'il est important de savoir, c'est d'abord qu'on explique bien aux patientes, jusqu'à la fin, ce qui va se passer. Et surtout, la phase la plus importante, c'est la phase de l'accouchement. Donc, il est important que nous informions bien, par exemple, quand est-ce que les patientes doivent se rendre à la maternité, à quel moment elles vont se rendre, et on leur explique aussi ce qui va aussi se passer. En sachant que le plus important à ce moment de l'accouchement, c'est le contact dans le lieu d'accouchement. C'est-à-dire que toute patiente qui est hospitalisée pour accoucher, pour moi, doit avoir toutes les explications nécessaires, puisque on n'arrive pas forcément et on passe pas tout de suite en salle de travail, mais il est important pour nous, enfin en tout cas pour moi, que le médecin explique bien ce qui va se passer, en sachant qu'il y a des risques, il y a toujours des risques, mais que la patiente soit un petit peu informée. Il est important du déroulé possible, en sachant qu'il y a toujours des choses, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout expliquer, parce que l'obstétrique reste un grand art, et je dis toujours, les lois de l'obstétrique sont impénétrables, il y a toujours une part de point d'interrogation, mais au moins qu'elle sache un petit peu, et avec son mari, et je pense qu'il est important aussi qu'au moment où on explique les choses, que le mari soit présent, pour qu'à ce moment-là, elle sache effectivement ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Et tout ça, c'est important, parce que je pense qu'il y a le climat de confiance quand on va rentrer en salle de travail. Pour moi, il est très important. Il favorise quand même des accouchements de qualité, et pour que ça se passe bien pour la patiente, il faut jamais oublier que de l'accouchement va découler aussi la partie suite de couche. Donc pour moi, tout est dans l'explication et l'accompagnement. C'est important pour vous de demander à vos patientes qu'elles soient accompagnées de leur mari, de leur compagnon. Pour moi, c'est important alors peut-être pas toutes les consultations, parce que c'est pas forcément possible, mais moi, personnellement, j'apprécie beaucoup, par exemple, quand je dois programmer un déclenchement, ou quand il y a des choses qui doivent être programmées, pouvoir donner explication à la fois à la maman et au papa. Pour moi, c'est important. Je voudrais savoir, Madame Nadessa, on a parlé de 2 étapes. On n'a pas fini avec la première, mais il est vrai que tout ce qu'on est en train de se dire, c'est autant valable durant la préparation de la naissance et après, finalement. Tout à fait. Puisque après, il y a une super grande partie aussi. Donc, et tout découle de la première partie. Parce que si la grossesse a été bien encadrée, que la femme enceinte a eu tous les éléments, le couple a eu tous les éléments, bien sûr, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a Internet, et quelquefois, il faut pouvoir expliquer, parce que la compréhension orale et la compréhension sur le site, quelquefois on a besoin d'échanger avec le professionnel pour voir, oui, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire et à quoi s'attendre. Comme Dr. Annie Plocost vous a dit, le déroulement de la grossesse, tout ce qui peut se passer pendant la grossesse, la transformation du corps, les hormones font un gros travail aussi. Donc, il y a les humeurs, il faut expliquer l'attitude de la patiente dans le couple. La sage-femme explique aussi ce qui peut se passer à l'accouchement, les différents modes d'accouchement qu'il peut y avoir, même si on espère que tout se passe bien, mais on n'est pas à l'abri. Et comme disait le docteur, qu'il ne faut pas affoler non plus. Il faut expliquer, il faut apprendre aux femmes à gérer leur douleur, parce que de toutes les façons, il y a la douleur, il y a la péridurale, mais il y en a qui ne veulent pas de la péridurale. Donc, il faut qu'elles aient un référent lors de l'accouchement qui puisse les guider pour qu'elles ne perdent pas pied et pour qu'elles puissent accoucher convenablement en collaboration avec l'équipe qui sera sur place. Parce que le plus souvent, l'équipe qui a accompagné pendant la grossesse n'est pas la même. Ce qui est dommage, n'est pas la même, le jour de l'accouchement. Donc, évidemment, avec le médecin, avec la sage-femme, donc il y a un lien qui se fait et c'est toute une équipe qui va accompagner cette femme jusqu'à l'accouchement. Il y a aussi la préparation aussi de l'accueil de ce bébé. Et puis, la préparation à l'allaitement, tout se fait durant la grossesse. On parle de tout ça. Il y a beaucoup d'informations. C'est ce qui est embêtant, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, mais il faut être disponible pour permettre à chaque séance de préparation. Parce qu'on peut toujours se dire, cette séance-là, moi, je vais parler de l'allaitement, de la mise au sein.
quand la femme arrive, elle arrive avec ses questions et ses doutes. Et vous ne pouvez pas lui dire, bon, ben moi, j'ai choisi de parler de ça aujourd'hui. Non, il faut être à l'écoute. Il faut accepter que la femme se pose des questions à ce moment-là et que de toutes les façons, même si vous voulez l'orienter autre part, elle n'a pas eu la réponse et elle ne vous entendra pas. Donc, il faut vraiment être à l'écoute des femmes et pouvoir les accompagner au mieux pendant 9 mois. Alors, Francis Nadessin, il y a quelque chose que je n'ai pas fait en début d'émission. J'ai dit que vous étiez coordonnatrice administrative des spécialités périnatalité au GIP RASPEG. Mais comme souvent, on a des professionnels du GIP RASPEG et que souvent on explique ce que c'est que le GIP RASPEG, je ne l'ai pas fait aujourd'hui et on a reçu un message qui nous dit, il y a peut-être des gens de passage en Guadeloupe qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que le GIP RASPEG. Est-ce que vous pouvez rappeler aux téléspectateurs ce que c'est que le GIP RASPEG? Tout à fait. Alors, le GIP RASPEG, c'est un sigle, c'est le groupement d'intérêt public, réseau et action de santé publique en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. C'est une administration, c'est une structure administrative et financière qui a mutualisé tous les réseaux de Guadeloupe, que ce soit le réseau périnatalité, le réseau addiction, le réseau Grandir, qui s'occupe des troubles de l'obésité de l'enfant, le réseau asthme, le réseau HTA, et il y a une structure d'éducation thérapeutique du patient. Et donc, là, nous parlons des 2 dernières étapes de la grossesse. La future maman qui a du mal à s'orienter ou qui se pose des questions, qui ne sait pas comment faire, peut toujours vous appeler simplement au GIP RASPEG, discuter avec vous, et selon sa demande. Voilà, sa demande, vous allez aiguiller cette future maman. Ça se passe comme ça parce que vous travaillez avec les professionnels de santé. Tout à fait. Donc, effectivement, moi, je suis sage-femme et on a une équipe avec un médecin coordonnateur et une secrétaire. Et les femmes enceintes peuvent appeler au 05 90 47 17 00. Et à leur demande, en fonction de leur demande, je les oriente et je peux leur proposer certaines prestations qu'on donne au GIP RASPEG, mais aussi les orienter en fonction du lieu de domicile. Très bien. Alors souvent, quand on donne le numéro de téléphone du GIP RASPEG, alors on a parfois des questions, oui, mais vous n'avez pas donné l'adresse si on veut s'y rendre. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Ça fonctionne justement qu'avec le téléphone. Vous vous posez des questions, vous avez une interrogation quelconque sur votre santé, vous n'hésitez pas, vous appelez donc au 05 90 47 17 00 et il y aura toujours quelqu'un pour répondre à vos interrogations. C'est bien ça, hein? Toujours. Il y aura toujours quelqu'un, quel que soit le réseau, et cette personne sera à même soit de me solliciter si elle n'a pas la réponse, et moi d'orienter les patientes vers le gynécologue ou la sage-femme la plus proche. Et bien souvent, il m'arrive même d'orienter vers des psychologues, d'appeler la psychologue en amont, de lui dire, voilà, j'ai reçu l'appel de telle patiente, je l'ai orientée d'abord vers son gynécologue ou sa sage-femme, qui va rentrer probablement en contact avec vous pour une meilleure prise en charge. Très bien. Alors, juste avant, puisqu'on va marquer une courte pause, juste avant de marquer cette pause, puisque quand on va revenir, on va parler de l'autre étape. On va parler de postnatalité. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit rajouter sur cette troisième étape, la préparation à la naissance, parce qu'après, on ne reviendra pas dessus. Et comme on peut, je fais un petit tour. S'il y a des choses à dire dessus, c'est maintenant. Alors, moi, tout ce que je voulais dire, c'est que les séances de préparation à la naissance peuvent être faites par les sages-femmes et donc elles peuvent être faites aussi en PMI dans les dispensaires. Et il y a aussi, ce qui est important dans cette partie, c'est le choix de la maternité. Alors, effectivement, il y a les maternités privées et il y a la maternité publique de Basse-Terre et du CHU de Pointe-à-Pitre. Et donc, l'orientation, c'est le libre choix du patient, mais il arrive que le gynécologue qui prend en charge la grossesse ou la sage-femme ne puisse plus suivre la grossesse par rapport à une pathologie qui s'est greffée durant la grossesse et donc elle est orientée en fonction
comment on peut dire, en fonction du risque. Donc, il y a des maternités de différents niveaux en Guadeloupe et qui, voilà, avec les gynécos, qui orientent vers la maternité où le risque sera amoindri. Docteur Véronique Plocoste-Anila, je rappelle, vous êtes gynécologue obstétricien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit rajouter sur cette troisième partie, la préparation à la naissance? Vous, en tant que gynécologue, est-ce qu'il y a des petites choses que vous vouliez rajouter sur cette partie-là? Moi, je voudrais juste rappeler aux patientes qu'elles peuvent, si elles se posent des questions, qu'elles n'hésitent pas à nous demander des renseignements. Parce que, bon, c'est vrai que souvent, quand on arrive, nous, devant le docteur, elles oublient. Mais ne pas hésiter à noter, parce que, comme je dis toujours, mieux on est accompagné jusqu'à la fin de la grossesse, mieux se passera l'accouchement et mieux sera les suites de couches. Donc, ne pas hésiter, on est à nous interpeller en consultation, à poser des questions. Et je dis toujours, il vaut mieux poser des questions malades que d'aller sur Internet, parce que c'est vrai que maintenant, on a ce gros problème avec Internet, c'est-à-dire que les patientes vont sur Internet, se font des fausses idées, n'osent pas forcément nous en parler, ou alors à ce moment-là, ça devient une consultation, le gynécologue contre Internet. Je rappelle que nous, professionnels de santé, on est là pour être à l'écoute des patientes, et vaut mieux poser les questions à son médecin ou à sa sage-femme plutôt que d'aller sur Internet, parce que bon, après, ça devient des consultations compliquées, parce qu'effectivement, les gens vont sur Internet. Internet, c'est la généralité. Chaque femme enceinte est un cas à part. Oui, et puis on peut comprendre quelque chose et ce n'est pas ça, alors que notre médecin va prendre le temps de nous expliquer avec les mots qu'il faut, voilà, la situation et nous rassurer, On va marquer une courte pause, si vous le voulez bien. Ah oui, pas de problème. On parle beaucoup de préparation à la naissance, d'avoir toutes les informations, de savoir dans quoi on s'embarque. Mais ce qui est aussi important, c'est de laisser place à l'imprévu. Parce que comme mes collègues ont pu le dire, beaucoup de femmes, beaucoup de patients vont aller chercher l'information. Maintenant, on a un peu cette idée d'être le parent parfait, on connaît l'enfant, on connaît son développement, de 0 à tel âge, il doit savoir faire ça. Donc c'est vraiment important de garder cette notion d'imprévisibilité, de ne pas vouloir que tout soit sous contrôle. On l'a bien vu avec le confinement, les femmes enceintes qui ont dû accoucher en étant seules, sans leur conjoint. Ça a vraiment été un choc pour elles, qui étaient vraiment préparées à une idée d'un accouchement idéal. Voilà. Donc cette notion d'idéal, il faut un petit peu la garder sous le versant de ce qui n'est pas la réalité. Voilà, il y a l'idéal et il y a la réalité. Il faut le garder un petit peu en tête. Nathalie Duravel, responsable d'unité prestations familiales à la CAF Guadeloupe. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit rajouter dans cette partie-là, la partie préparation à la naissance? Oui, tout à fait. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la prime à la naissance. Donc, il faut savoir que c'est une prestation qui est donc soumise à conditions de ressources. Donc, la locataire, effectivement, doit déjà faire sa démarche au niveau des impôts pour que les ressources puissent être éjectées automatiquement. D'accord? Ou encore, il a la possibilité de nous envoyer la photocopie de son avis d'imposition, puisqu'il est nécessaire d'avoir les ressources pour pouvoir étudier justement cette demande de prime à la naissance. Ensuite, une fois que bébé sera né, donc il suffirait tout simplement que la locataire nous envoie la copie de son extrait d'acte de naissance daté de moins de 3 mois, d'accord? Pour que nous puissions en fait étudier son droit à la prime à la naissance qui sera versée donc 2 mois après la naissance de bébé. Très bien. Eh bien, mesdames, nous allons marquer cette petite pause. On va se retrouver juste après et on passera à cette dernière étape qui est l'étape de postnatalité. Continue. Et nous voilà de retour sur le plateau de votre émission Santé 10. Madame Nadessin et Nathalie ont décidé de faire une autre émission dans l'émission. Il n'y a pas de problème. Non, et puis pour ceux et celles qui prennent en cours cette émission, je voudrais juste vous rappeler que nous avons avec nous Amélie Garé, qui est psychologue clinicienne, le docteur Véronique Plocoste-Anila, gynécologue obstétricien, France-Lise Nadessin, qui est coordonnatrice administrative des spécialités périnatalité au GIPRASPEG, Nathalie Duravel, responsable d'unité prestations familiales à la CAF Guadeloupe. Vous savez que cette émission, nous la faisons avec
nos téléspectateurs. Donc, on nous envoie des questions. Alors, normalement, on prend du monde au téléphone, mais la collaboratrice qui récupère les appels est en vacances. Mais on reçoit quand même sur les réseaux, on reçoit des questions. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire à Nathalie. Je suis là pour ça. Plein de choses à demander à Nathalie concernant la CAF, les documents, le système Amélie. Alors, Amélie, c'est la Sécu. Donc voilà, donc on va d'ailleurs expliquer tout ça pour que les gens puissent bien comprendre que là, c'est la CAF Guadeloupe. On va passer à cette deuxième et dernière étape. On a parlé tout à l'heure de préparation à la naissance et là, on va parler de cette dernière étape. Madame Nadessin, on va commencer avec vous, hein, cette dernière étape de postnatalité. Tout à fait. Alors, la période postnatale débute à partir de la naissance du bébé. Et donc, il y a une grosse partie au niveau de la maternité. Alors, les premiers jours, en fonction de comment s'est passé l'accouchement, en principe, c'est 3 jours d'hospitalisation. Bon, on essaie de faire des sorties précoces quand il n'y a pas beaucoup de place dans les maternités. Mais c'est 3 jours d'hospitalisation. Et après, le couple, plus le bébé, rentre à la maison. Donc, ce retour à la maison, il faut qu'il soit préparé dans la partie prénatale. Donc, la sage-femme a un accompagnement aussi qu'elle fait au niveau du retour à domicile. À domicile, il y a des visites qui sont faites par les sages-femmes, par les puéricultrices. Quand la PMI peut venir à domicile, voir si tout va bien. Et il faut que le bébé soit vu dans les 10 jours, en tous les cas, par un professionnel de santé pour voir si tout va bien. Et la sortie est autorisée lorsque le pédiatre a validé, comme on dit, le bon de sortie. Si le pédiatre trouve une anomalie, le bébé va rester, même si maman va bien. Donc, il faut que tout aille bien pour que maman et bébé regagnent le domicile. Alors, docteur Plocost Anila, votre patiente a accouché, ça s'est très bien passé. Est-ce que à partir de ce moment-là, eh bien, vous estimez avoir fini votre partie ou alors le travail continue avec cette maman qui a mis au monde son bébé parce qu'il y a des choses, peut-être gynécologiquement, il y a des choses à suivre après avoir eu le bébé? De toute façon, ça ne s'arrête pas à l'accouchement, en tout cas pour le gynécologue, parce que déjà, les patientes sont hospitalisées en fonction de l'accouchement entre 2 et 3 jours, voire 5 jours pour une césarienne. Déjà, le gynécologue passe voir sa patiente tous les jours. C'est ce qu'on appelle la visite, comme dans n'importe quel service hospitalier. Donc, tous les jours, on passe voir la patiente. Alors, le but de cet examen, c'est déjà de voir si, au niveau obstétrical, il n'y a pas de problème. Si elle a eu, par exemple, une épisiotomie, est-ce qu'il n'y a pas de problème de cicatrisation? C'est aussi pour voir psychologiquement comment elle va, puisque en général, on a un peu anticipé, malheureusement, on sait aussi que des patientes risquent de ne pas bien aller après l'accouchement de par ce qu'on aurait retenu au moment de la grossesse. Donc notre rôle à nous médecins, c'est de passer voir la patiente tous les jours, à la fois pour le côté entre guillemets médical, pour le côté psychologique et aussi pour voir si son allaitement se passe bien. Il est vrai que pour ce qui est de la mise au sein, c'est en général confié aux sages-femmes du service, c'est-à-dire que c'est elles qui vont accompagner dans la mise au sein, mais nous médecins, on est censé de toute façon vérifier que les choses se passent bien, parce que normalement c'est le gynécologue qui décide de la sortie de la maman. Donc il faut qu'il ait vu et qu'on soit bien au courant que si tout se passe bien, est-ce qu'un retour à domicile est possible dans les meilleures conditions, et le pédiatre lui se chargera de la sortie du bébé. Mais notre rôle ne s'arrête pas en salle de travail, il va jusqu'en suite de couche, parce qu'il faudra parler contraception, et en général, voilà. Donc, la transition est toute faite, puisque je voulais arriver justement à cette partie de la contraception. Il est important d'aborder la contraception en suite de couche. Pourquoi? Parce que de toute façon, la patiente va être sortante. Alors, effectivement, en fonction des
conditions de l'accouchement, elle reprendra plus ou moins vite sa vie sexuelle et il faut qu'elle soit protégée. Protégée pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'allaitement, bon, il y a de fausses idées qui courent sur l'allaitement, comme quoi l'allaitement maternel protège pour une grossesse. Non. Pour ça, il faudra un allaitement maternel exclusif avec un nombre très élevé de tétées. La plupart du temps, souvent, les femmes font de l'allaitement mixte. Donc, l'allaitement, ne protège pas. 2, il faut savoir que 3 semaines après l'accouchement, la fertilité revient. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, si on n'a pas de contraception et qu'on reprend sa vie sexuelle, il y a de nouveau un risque de grossesse. Donc, il est important d'aborder la contraception, surtout qu'il faut que la femme soit au courant de quelle possibilité contraceptive elle a, parce qu'effectivement, ensuite de couche, on n'a pas toutes les possibilités si les femmes allaitent. Donc, il faut qu'elles soient bien au courant. Et nous, notre rôle, c'est aussi que sur l'ordonnance de sortie, il y ait un moyen de contraception qui a été expliqué et donné à la patiente. Bien sûr, avec son accord, mais je pense que c'est toujours pareil. Si on explique bien l'intérêt d'une contraception, elle sera d'autant plus prise par la patiente. Parce qu'on ne peut pas avoir tous les moyens de contraception. Je vais résumer assez rapidement ce qu'on peut avoir. Donc, en général, chez les femmes qui allaitent, elles sortent sous des pilules qui sont dites microprogestatives. Donc, c'est des pilules qui sont très faibles et ça demande qu'on explique bien comment les prendre, puisqu'on doit être très régulière dans la prise. C'est des pilules qu'on prend tous les jours. On conseille à la même heure sans s'arrêter. Il faut aussi parler des inconvénients de ces pilules, parce qu'une patiente avertie, forcément, elle sera moins surprise. Ces pilules peuvent soit supprimer les règles. Alors effectivement, il faut toujours s'inquiéter s'il n'y a pas de règles, si la pilule a été mal prise et qu'on a repris une vie sexuelle, ça peut être une grossesse. Elles peuvent aussi faire saigner. Mais tout ça, il faut l'expliquer à la patiente, parce qu'une patiente avertie accepte mieux les effets indésirables. C'est en général chez la femme qui allait ce type de contraception qui est donné. De même pour les femmes qui ont une césarienne. Même si elles n'allaitent pas, c'est les premières contraceptions qui sont données. Pour les femmes qui n'allaitent pas, par contre, elles pourront, 1 mois après l'accouchement, reprendre leur pilule classique, qui est dite ostroprogestative, donc ce sont des pilules avec moins de risque d'accouchement. De grossesse, excusez-moi, de nouvelles grossesses. Sinon, il y a aussi le stérilet qui peut être posé entre 1 et 2 mois après l'accouchement. Et il y a l'implant aussi, qu'on peut aussi poser entre 1 mois et 2 mois après l'accouchement. Donc, il est important que la contraception soit bien abordée avec la patiente ensuite de couche pour qu'elle puisse l'accepter, évidemment. Et à ce moment-là, à la visite postnatale, il faudra réévaluer les moyens de contraception, ce qu'elle a choisi et tout. Mais c'est très important. Je trouve qu'il est important qu'une patiente sorte de la maternité avec une contraception expliquée et prescrite. Elle la prendra ou elle la prendra pas, bon, mais c'est à nous de l'expliquer. C'est important pour éviter, malheureusement, de retomber enceinte très rapidement après un accouchement. Alors souvent, Amélie Garé, souvent après l'accouchement, on peut avoir besoin de suivi psychologique selon comment se passe la grossesse. Oui, bien sûr. On a dit qu'on ne parlait pas de l'avant, la préparation avec nos différentes étapes, mais c'est vrai qu'il y a une continuité dans la grossesse, du début à la fin. Il faut quand même être attentif aux signes que peut montrer la maman, le papa aussi, puisque il va y avoir différents facteurs qui vont être importants dans la grossesse. C'est déjà comment se sent la maman, mais aussi le couple, l'environnement dans lequel évolue le couple et dans lequel le bébé va arriver. C'est une construction d'une famille qui est en cours. Est-ce que la CAF, parce que là on est dans une autre étape, on a parlé de ce qu'il fallait faire avant, mais là à ce moment-là, on a notre bébé, on est rentré à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a encore des documents administratifs à faire? Comment ça va se passer avec la CAF? Alors, bébé est arrivé. La première démarche de maman, c'est de nous envoyer l'extrait d'acte de naissance de bébé. Ensuite, 2 mois après la naissance du bébé, nous allons donc étudier l'allocation de base. C'est une prestation donc, qui est versée chaque mois jusqu'au mois qui précède le 3e anniversaire de l'enfant. D'accord. Donc, une fois que cette démarche est effectuée avec les ressources, avec tous les éléments dont j'ai cité en amont, à ce moment-là, le paiement va se faire chaque mois sur le compte de l'allocataire. Très bien. On a quelques questions. Margaret de Sainte-Rose qui dit qu'elle fait ses papiers et que son gynéco est un
petit peu agacé parce qu'on lui demande des documents, tout le temps des documents, et notamment version papier de ces documents. On en parlait tout à l'heure avec le docteur Ah oui, Procoste. d'accord, d'accord. Logiquement, c'est un petit peu étonnant, donc je vais quand même me renseigner parce que normalement, ça se fait par dématérialisation et nous D'accord. recevons automatiquement la déclaration de grossesse versant télétransmission. Donc, pour cela, je me renseignerai. Hein. En attendant, si possible, que le gynécologue en puisse justement nous envoyer le support papier pour étudier en fait la prime à la naissance de madame. Parce qu'en fait, si nous n'avons pas reçu la déclaration de grossesse, nous n'allons pas pouvoir enregistrer cette déclaration de grossesse qui va déclencher justement le paiement de la prime à la naissance. L'allocataire va recevoir effectivement l'allocation de base avec la réception de l'extrait d'acte de naissance, mais nous n'allons pas pouvoir étudier la déclaration de grossesse. Le montant, quand même, c'est 947,32 €. Ce n'est pas négligeable. Voilà, c'est ça. Quand la vie change, Absolument. la famille s'agrandit, Absolument. ce n'est vraiment pas une Voilà. somme négligeable. Absolument. Donc, on rappelle à nouveau aux futures mamans, aux futurs parents qui nous regardent, comment il faut faire et à quel moment il faut faire ces démarches, Nathalie. Alors, la première démarche, déjà, le bébé n'est pas encore arrivé, on envoie la déclaration de grossesse. Bébé arrive, on envoie l'extrait d'acte de naissance de bébé et nous, au niveau de la CAF, nous allons prendre en charge les éléments pour pouvoir étudier le droit à la location de base. La prime à la naissance, ensuite la location de base. On a une question de Maria qui demande, est-ce que pour les étrangers, c'est les mêmes... Est-ce que pour les étrangers, c'est... Alors, elle a mis la même manière de faire, je pense qu'elle voulait dire. Alors, absolument. Par contre, il y aurait une condition. Il faudrait que cette personne puisse avoir un titre de séjour qui soit valable, d'accord, pour pouvoir étudier justement la prime à la naissance et les prestations de manière générale. Le GIPRASPEG, une question pour le GIPRASPEG, c'est Charles de Goyave qui demande, en appelant au GIPRASPEG, est-ce qu'on a la possibilité de nous aider et de nous conseiller qui aller voir quand on n'est pas satisfait du professionnel de santé qui suit ma femme enceinte? Bon, là, oui, on va pas conseiller, mais on va lui donner un avis, un ressenti, une directive, non? Non, on va pas donner d'avis. Non, surtout pas. Non. Non, ce qu'on va faire, s'il nous dit que voilà, la personne n'est pas satisfaite de son gynécologue ou sa sage-femme, bon, il y a d'autres professionnels sur le territoire, on va lui donner le nom d'autres gynécologues, mais on va jamais lui donner un. Non, on va lui donner plusieurs, plus choisir. proche de son domicile. Une sage-femme, voilà, peut lui donner la liste. On peut lui donner les coordonnées, mais on va pas l'orienter vers un professionnel. Nous, c'est le libre choix du patient, mais c'est sûr, s'il vient nous dire que voilà, il y a un petit problème, il ne s'entend pas avec le gynéco ou la sage-femme, nous, on leur dit, voilà, on peut vous donner la liste des sages-femmes qui sont sur le territoire ou la liste des gynécos qui peuvent prendre en charge la grossesse de votre femme. Voilà. Je suis Georgette, j'habite Saint-François, je viens juste d'avoir mon bébé, je ne me comprends pas, je suis très heureuse, mais je pleure tout le temps, je suis tout le temps à fleur de peau. Amélie. Alors, je pense que Georgette n'a pas vraiment une question, mais voudrait peut-être entendre une possibilité de ce qu'elle doit faire pour aller mieux. Donc, peut-être Amélie Garé. Déjà, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour aller mieux? C'est souvent ce que les patients vont pouvoir dire. Je vais pas bien, je pleure tout le temps. Il faut déjà prendre le temps de ressentir l'émotion, prendre le temps d'aller mal. À un moment donné, pour pouvoir aller mieux, il faut aussi prendre le temps de se dire que ça ne va pas. Parce qu'il y a quand même cette idée de la grossesse, cette image positive. C'est une expérience positive, la grossesse. Mais comme on l'a dit, c'est aussi un travail. Ça se construit. Pendant 9 mois, on construit une image de la parentalité. On se construit une nouvelle identité. Donc, il peut y avoir des bouleversements qui vont être physiologiques aussi, avec la chute hormonale. Donc, que je n'en parlerai pas aussi bien que ma consoeur. Mais il y a aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le baby blues.
qui peut apparaître dans les quelques jours après l'accouchement. Donc ça à peu près, c'est une large majorité des femmes qui peuvent le ressentir, ce qui est principe, normal. c'est quoi les symptômes du Le baby blues? baby blues, ça peut être justement d'avoir cette sensation de tristesse, de pleurer, de ne pas savoir pourquoi, d'être à fleur de peau, cette hypersensibilité qui peut être due aussi à un manque de sommeil, voilà, une chute hormonale, on a envie de bien faire, on ne sait pas comment faire, on se met aussi beaucoup de pression, parce que normalement ça doit être inné, on doit savoir comment faire, donc voilà, il y a toute une pression aussi qui est là, et donc ça, le baby blues, ça va être de quelques jours à, on va dire que c'est une quinzaine de jours, dans le maximum que ça puisse durer, même si on ne peut pas vraiment faire de généralité. Là où ça va être problématique, c'est si les symptômes persistent. Là, on va parler de dépression postpartum. Là, si vraiment la patiente présente un trouble de l'humeur, donc le fait de pleurer, c'est des changements d'humeur un petit peu soudains, un trouble de l'appétit, trouble du sommeil. Il va falloir faire appel aux médecins, aller consulter, psychologues, psychiatres, pour que ce soit pris en charge. Parce que une maman qui est en dépression postpartum, alors ça peut être un papa aussi, le papa peut vivre les émotions en miroir. Pour la maman. Voilà. J'ai fait quelques petites recherches et je croyais que c'était valable pour la maman, quoi. Et là, vous dites que le papa aussi peut être victime. D'accord. Oui, les papas sont un petit peu les oubliés aussi des fois de la grossesse, qu'on va aussi avoir tendance à se focaliser beaucoup sur la maman. Et les papas peuvent en souffrir à un moment donné. Parce qu'il est difficile de jongler entre le couple, deux individus, puis une femme qui est enceinte, qui est un petit peu des fois sacralisée, c'est la femme qui porte la vie, et le papa qui est à côté et qui cherche un petit peu sa place dans ce rôle-là. Donc la dépression postpartum peut être aussi chez le papa. Elle peut avoir des effets vraiment néfastes sur l'enfant, sur le développement de l'enfant, au niveau affectif, émotionnel, cognitif, puisque le bébé, quand il vient au monde, il a un besoin affectif et émotionnel, il a un besoin d'interaction. Et ce qui va définir la dépression, c'est le manque de stimulation, le manque émotionnel. Et donc la maman ne va pas être en capacité de pouvoir être dans le jeu, dans l'imitation, dans la stimulation avec son bébé. C'est ce qui va avoir vraiment un impact désastreux sur l'enfant. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit pris en charge rapidement. Alors, Amélie Garé, on arrive quasiment à la fin de notre émission. Je vais faire un petit tour pour donner la parole à chacune sur ces 2 dernières étapes de la grossesse. Avant de conclure, je vais commencer par vous, pendant qu'on y est. Si vous deviez nous donner quelques petites informations pour conclure, ce serait ? Je dirais que l'important, c'est d'être à l'écoute de soi. De ne pas essayer d'aller chercher toutes les informations sur comment être la mère parfaite, le père parfait. Il va vraiment falloir essayer de se recentrer. Un bébé qui va bien, c'est aussi un bébé qui a des parents qui vont bien. Donc ça, ce serait le mot d'ordre, c'est se déculpabiliser, il n'y a pas de parents parfaits, et il faut être à l'écoute de soi. Docteur Véronique Plocoste, Anila, qu'est-ce qu'on doit rajouter ? Moi, je rajouterais que, parce que moi, je suis plus dans le suivi de la grossesse et la prise en charge de l'accouchement, je rajouterais qu'il est important pour nous qu'il y ait un climat de confiance qui se crée, en tout cas, quand une patiente a son gynécologue. C'est important qu'il y ait un climat de confiance parce que, forcément, ça va faciliter le suivi de la grossesse. Ça va être très important en salle de travail parce qu'il ne faut jamais oublier que chaque accouchement est unique, que malheureusement, il y a beaucoup de technicité aujourd'hui, mais qu'il est important qu'il y ait un climat de confiance entre le gynécologue et la patiente pour que les choses se passent bien. Je rappelle qu'il vaut mieux ne pas aller sur Internet. On est médecin, nous, on est là pour répondre aux questions et qu'Internet tue beaucoup les relations médecin-malade parce qu'après nous, c'est vrai que quand une patiente, on doit en permanence se battre contre ce qu'elle a vu pour Internet. Nous, professionnels, on est là pour ça. C'est notre métier, c'est notre quotidien, c'est d'expliquer et
ne pas oublier qu'en suite de couche, il ne faut pas hésiter en postpartum à interpeller les sages-femmes, à interpeller le gynécologue si par hasard on ne se sent pas bien, parce qu'effectivement, le baby blues, c'est nous qui le dépistons, puisque les patientes ne sont pas encore sorties. Et comme disait ma collègue, de toute façon, nous ne sommes pas des parents parfaits. Être parent, c'est commencer une longue vie d'étudiante et d'école. On n'est pas des parents parfaits, mais par contre, qu'elles n'hésitent pas à parler, à nous interpeller. Alors, c'est vrai que parfois, elles peuvent avoir l'impression qu'on est un peu pressé et tout, mais on est toujours là pour être à l'écoute. Et un bel accouchement, un beau séjour à la maternité, une belle sortie, c'est un bel avenir pour toute une famille. Merci, docteur Véronique Plocoste-Anila, je rappelle, gynécologue, obstétricien. Nathalie Duravel de la CAF Guadeloupe, un petit mot de la fin? Alors, je voulais juste rajouter, parce qu'il y a encore d'autres prestations que nous offrons si, par exemple, le parent souhaite faire garder son enfant par une assistante maternelle ou encore une garde à domicile ou encore faire appel à une micro-crèche. Nous avons la possibilité, justement, de pouvoir verser le complément de mode de garde pour ces structures. Donc, c'est vraiment un point assez intéressant pour le parent qui souhaite reprendre son activité ou encore qui... voilà, donc c'est vraiment des prestations auxquelles l'allocataire peut ouvrir droit. Il y a également la prestation partagée d'éducation de l'enfant, donc qui permet aussi aux parents de pouvoir s'occuper de son enfant. Enfin, en cessant son activité, il a la possibilité justement de pouvoir percevoir cette prestation-là. Donc il y a vraiment un ensemble de prestations que nous offrons et nous ferons une joie, comme d'habitude, pour pouvoir répondre justement aux demandes de nos allocataires. Alors justement, comment doit-on faire si on a des interrogations et qu'on voudrait rentrer en contact avec la CAF Guadeloupe? Comment doit-on faire pour que ce soit pratique? Absolument. Donc l'allocataire qui a déjà son numéro d'allocataire, donc qui est connu chez nous, a la possibilité de nous faire un mail, donc qui va arriver directement sur son dossier CAF et nous répondons dans un délai de 48 heures. L'allocataire a la possibilité également de nous appeler, donc je vais rappeler les différents numéros. Donc il y a le numéro 0820 25 97 10. Mais étant donné que nous sommes dans une situation de crise sanitaire, donc je vais rappeler les différents numéros de portable que nous avons mis en place pour la prise de rendez-vous. D'accord? Donc, il y en a beaucoup. Il y en a 5. On va quand même les donner. D'accord. On va tous les donner. Très bien. Donc, à partir justement du 12 mai, donc, nous avons donc mis en place ces différents numéros. Donc, la prise de rendez-vous ou encore une demande d'accompagnement numérique personnalisé par le souhait de l'allocataire. Donc, le 06 90 99 78 85. Le 06 90 00 24 84. 0690 00 33 56, 06 90 90 04 74 et le dernier 06 90 91 69 41. Voilà, donc je voulais vraiment rajouter, c'est vrai que nous sommes dans une ère assez informatisée, donc tout ce qui concerne la dématérialisation, on en parlait tout à l'heure. Donc j'incite vraiment aux allocataires de pouvoir utiliser le CAF.fr, même l'appli aussi sur les portables qui est très réactif. Donc on a la possibilité de pouvoir voir les éléments transmis. À ce moment-là, nous allons pouvoir justement traiter les dossiers de nos allocataires en fonction des pièces qui nous ont retournées. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie Duravel. Merci d'être venue. Merci. Et pour finir, Madame Nadessin, France-Lise. Bien, moi, je voudrais déjà remercier Canal 10 de nous avoir permis d'échanger sur les étapes de la grossesse. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est important, comme on avait dit la dernière fois, si on a un projet de grossesse, de consulter en amont pour faire le point sur sa santé, pour permettre à cette grossesse de bien évoluer. Il est important aussi de bien suivre la grossesse. Il y a des prises en charge qui se font. Il y a la CGSS, il y a la CAF. Donc, la patiente, elle est entourée. Il y a les professionnels de santé qui sont là pour l'accompagner et pour qu'elle puisse bien mener sa grossesse. À l'accouchement et après l'accouchement, les professionnels continuent de suivre cette patiente avec son bébé. Et nous, au GIPRASPEC, nous pouvons apporter un plus aux patientes qui en auraient besoin et qui seraient sollicitées, et qui devraient solliciter leur gynécologue ou leur sage-femme si elles ont le moindre souci.
Et à ce moment-là, la sage-femme ou le gynécologue nous interpelle au réseau et au 47 17 00 pour pouvoir accompagner au mieux ces patientes, soit avec la psychologue, soit avec la diététicienne, ou bien même quelquefois des aides à domicile. Très bien. Merci à vous. Merci. On a un petit peu dépassé l'heure. On s'excuse près du réalisateur ce soir, Kevin, qui a réalisé cette dernière émission de la saison Santé 10. J'aimerais vous dire merci, vous, professionnels de santé, qui vous déplacez systématiquement tous les jeudis pour venir ici sur le plateau de Canal 10 pour donner un maximum d'informations aux téléspectateurs. Merci de suivre l'émission. Merci de me permettre de revenir en septembre, puisque c'est grâce à vous si on peut revenir en septembre avec cette émission Santé 10 tous les jeudis soirs. Et merci à Lisa Rodriguez et à toute l'équipe de Canal 10 de nous permettre de réaliser cette émission Santé. Bonne soirée à vous et bien sûr, merci encore, chers téléspectateurs, de nous recevoir chez vous.